Europe 1. Journal de 6h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Cette fois, plus le droit à l'erreur pour les Bleus au mondial féminin de foot. France-Maroc, 8e de finale, c'est à 13h. Les Françaises sortent d'un flamboyant 6-3 contre le Panama en poule et espèrent rejoindre l'Australie en quart. De quoi rendre optimistes les supporters. Personnellement, j'ai envie d'y croire. On a espoir qu'on puisse gagner. J'aime beaucoup Karchaoui. Après, Renard, parce qu'elle tient toujours la défense et qu'elle est toujours là à la fois offensivement et défensivement. Il faut prendre aucun match à la légère. On a vu des équipes super favorites qui ont été sorties de la Coupe du Monde. C'est assez incroyable. Le niveau a vraiment augmenté. C'est une super belle Coupe du Monde. Et les Marocaines, elles s'en sont super bien sorties. C'est leur mondial. Elles ont plus rien à perdre et plein de choses à prouver. Je suis un peu plus parce qu'une collègue m'a initié un peu au football féminin cette année. Je pense que Hervé Renard il va peut-être un peu plus travailler l'animation offensive. On a souvent vu les mêmes attaques. Donc j'espère que pour notre match, il y aura un peu plus de diversité. On va gagner. Allez les Bleus! Et voilà l'enthousiasme des fans des Bleus au micro européen d'Antoine Bienvaux, France-Maroc. Un match entre nations qui se connaissent très bien. On y reviendra dans le journal des sports dans une dizaine de minutes. Dans l'actualité également, que s'est-il vraiment passé dans cet appartement de Forbach en Moselle pendant 12 ans? La garde à vue d'un Allemand prolongée hier soir. Sa femme l'accuse de séquestration et d'actes de torture. Le procureur s'est dit très prudent sur les faits. Il évoque des incohérences dans le récit de la victime sur qui aucune fracture n'a été constatée selon lui. Le suspect, lui, nie formellement les faits. Europe 1, 6h02. La fin du coup d'État est encore possible au Niger. Et la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise dans le pays, déclare ce matin le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Après l'ultimatum des pays ouest-africains de la CEDEAO, la voie de l'échange prend le pas sur une potentielle intervention militaire. Une solution encouragée par l'Algérie, inquiète de l'instabilité de son voisin. Le constat de notre correspondant à Alger, Nour Chahine. تجديد موقف الجزائر بإعادة الشرعية الدستورية في النيجر. Le Niger en ouverture des journaux télévisés pour le 5e jour consécutif. La situation sur place inquiète au plus haut point l'Algérie qui appelle au rétablissement de l'autorité constitutionnelle tout en écartant toute possibilité d'une intervention militaire dans ce pays frontalier, comme l'explique l'analyste politique Hassan Bouali. Les implications peuvent être terribles pour l'Algérie. Comme vous le savez, l'Algérie partage une très longue frontière avec ce pays, avec tous les pays du Sahel en général, quelque chose comme 2500 km entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et le Niger surtout, imaginez un pays de 20 millions d'habitants, si jamais les choses tournent au vinaigre, vous allez avoir une vague de fuite, un exode massif vers les frontières algériennes. Forcément, parmi ce lot, il va y avoir des djihadistes, des gens qui auraient intérêt à semer la zizanie. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'Algérie. L'Algérie et le Niger partagent plus de 900 km de frontières, de grandes étendues désertiques difficiles à surveiller. Le risque d'exode massif des populations est trop grand pour Alger, qui veut à tout prix éviter le scénario d'un enlisement du conflit. Le correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine, la CEDEAO qui a annoncé la tenue d'un nouveau sommet extraordinaire sur la situation au Niger jeudi, tandis que les militaires au pouvoir ont nommé Ali Mahaman Lamine Zen Premier ministre. Il s'agit d'un ancien ministre nigérien des Finances jusqu'à 2010. En Ukraine, au moins 5 personnes sont mortes et 31 blessées dans 2 frappes russes sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk à l'est du pays. Bilan de Kiev qui annonçait également que les centrales nucléaires sous son contrôle seront en pleine capacité avant l'hiver pour fournir de l'électricité au pays. Tout cela pendant qu'on apprenait hier que Volodymyr Zelensky avait échappé à une nouvelle tentative d'assassinat. Les services de renseignement ukrainiens ont interpellé hier une femme accusée d'avoir aidé la Russie à préparer une attaque contre le président. Cette informatrice aurait divulgué des renseignements stratégiques sur le chef de l'État, Chloé Lagadou. Oui, cette femme aurait recueilli depuis plusieurs semaines des renseignements concernant la visite de Volodymyr Zelensky dans la région de Mykolaïv, une zone proche de la ligne de front en vue d'une attaque aérienne au moment de la venue du président ukrainien. Cette informatrice aurait tenté d'établir l'heure et l'itinéraire provisoire du chef d'État dans la région afin de les transmettre aux services secrets russes pour leur permettre d'éliminer le président ukrainien. La divulgation de ces informations capitales met à mal la sécurité de Volodymyr Zelensky, car le secret est la clé de voûte de sa protection, explique Anna. Interprète en Ukraine, elle a suivi le chef d'État dans plusieurs de ses déplacements. Je devais avoir mon passeport, mon accréditation.
J'ai été interrogée. Je suppose que les services ont vérifié mes informations. La voiture a été regardée et on a dû donner nos téléphones 30 minutes avant la rencontre, dont on a appris le lieu qu'au dernier moment. En cas de suspicion d'attentat, le protocole de sécurité du président Zelensky est renforcé. Les services de sécurité ukrainiens traquent quotidiennement des individus soupçonnés de transmettre des informations pour aider l'armée russe. Chloé Lagadou pour Europe 1. La Russie qui se prépare par ailleurs à une première depuis près d'un demi-siècle. Le lancement dans la nuit de jeudi à vendredi d'un engin vers la Lune. Son nom, Luna 25. Son objectif, des prélèvements scientifiques durant un an selon l'annonce faite hier. Moscou qui veut ainsi se relancer dans une course lunaire lancée par la Chine et les États-Unis. Aux États-Unis, justement, les protestations de Donald Trump qui se dit muselé dans le cadre de son procès pour avoir voulu renverser le résultat de la dernière présidentielle. Il demande au tribunal de rejeter une injonction du procureur qui veut encadrer ses commentaires publics sur l'affaire. Le procureur qui craint que l'ancien président américain ne divulgue illicitement des éléments clés du dossier. 6h07, la suite du journal sur Europe 1. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. La politique en France avec cette promesse du candidat Macron qui ne devrait pas être tenue, en tout cas pas tout de suite, Victor. L'allègement des droits de succession ne sera, sauf surprise, pas intégré au projet de loi finances 2024 que le Parlement doit d'ailleurs étudier à l'automne. Alexandre Chauveau, la mesure coûterait cher, 3 à 5 milliards d'euros. Elle devrait donc faire les frais des contraintes budgétaires. Oui, car le gouvernement a pour objectif d'abaisser le déficit de 4,4 à 3% d'ici 2027. Emmanuel Macron défendait ainsi fin juillet devant ses ministres un cadre exigeant à la rentrée. Exit donc la promesse de passer de 100 000 à 150 000 euros l'abattement sur les successions en ligne directe et de porter à 100 000 euros les transmissions indirectes aux neveux ou aux petits-enfants. Un rétropédalage que dénoncent les Républicains favorables à cette réforme portée lors de la dernière élection présidentielle. Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Emmanuel Macron décrédibilise d'une part son projet et d'autre part sa parole. Le gouvernement se trouve à la croisée des chemins parce qu'en n'ayant pas engagé en amont une démarche de diminution massive des dépenses publiques, il se trouve point et main liés. Et puis finalement, il n'a aucune latitude pour moins prélever aux Français. Véronique Louwagie, dont le collègue et président des Républicains, Éric Ciotti, parle d'impôt sur la mort pour désigner les droits de succession. Pour sa défense, le gouvernement met en avant les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes, déjà mobilisés d'ici 2027. Les explications d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Se dirige-t-on vers une dissolution du parti catholique intégriste Civitas? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait hier saisir le procureur de la République après les propos jugés antisémites de Pierre Hilard. L'auteur controversé avait proposé la déchéance de nationalité pour les Juifs de France lors des universités d'été du mouvement. Et puis le tribunal administratif a tranché. Il sera possible de rester immobile, assis ou debout dans les rues d'Angoulême. La mairie avait publié un arrêté pour l'interdire. Objectif, selon elle, garantir la libre circulation des piétons. La justice le suspend partiellement, considérant qu'il est trop peu précis et inutile. Les associations pointaient, elles, une mesure anti-SDF. Un département français qui possède son propre guide du routard, ça n'est pas si fréquent. Eh bien, la Seine-et-Marne vient d'avoir cet honneur. Peut-être une idée de vacances si vous êtes proche de Paris. Le fameux petit livre, c'est toujours une bonne manière de sortir des sentiers battus et d'organiser son séjour. Celui-ci est surtout vécu comme un privilège par le 77, Thibaut Hu. Oui, en effet, seulement 5 guides ont déjà été édités sur des départements français. Et hormis Paris, c'est une première en Ile-de-France. 144 pages sur la Seine-et-Marne, avec des itinéraires de visite et des bons plans. Jean-Christophe Pareggi, président du département, redécouvre son territoire. Je pensais connaître mon département, non, je ne connaissais pas du tout. Et je vais même vous dire, moi je suis de Meaux, j'ai encore découvert des choses, et notamment en matière de petits restaurants et autres. Il y a un endroit que j'ai découvert, c'est l'ancienne chocolaterie Meunier, qui avait été le siège de Nestlé fut un temps, et qui est magnifique à voir en termes architecturaux. Et unique en Europe. Pour Jean-Christophe Pareggi, l'apparition dans le routard est une aubaine qui pourrait rendre le 77 encore plus attractif. Ça peut faire la différence et ça peut équilibrer aussi le territoire. On ne va pas venir simplement pour Fontainebleau, on ne va pas venir simplement pour Vaux-le-Vicomte, on ne va pas venir simplement pour le musée de la Grande Guerre à Meaux, on va venir pour autre chose. Mon souhait, c'est qu'on dise que Disney n'est pas à Paris mais en Seine-et-Marne. Qu'on dise qu'effectivement, on est un département attractif. Et le foncier qu'on a, on est le plus grand département d'Île-de-France, nous permettrait aussi en termes de développement économique de corriger parfois les inégalités qu'on a avec d'autres
autres départements. Donc c'est aussi un bon moyen d'y arriver. Les 12 000 premiers exemplaires sont déjà écoulés en à peine un mois et une réédition a été annoncée pour les prochaines semaines. Thibaut Hu pour Europe 1. Cette étude sur la pollution des océans à présent avec une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord la bonne, la quantité de plastique dans les eaux serait bien moindre, 470 à 540 milliers de tonnes chaque année contre 4 à 12 millions estimés auparavant. La mauvaise nouvelle maintenant, les plastiques restent aussi beaucoup plus longtemps dans l'océan que ce que l'on pensait, rendant plus difficile la dépollution. Forcément. Et on finit avec notre série de la semaine. Chaque jour, Europe 1 vous présente un métier de l'été. On va s'arrêter aujourd'hui sur ceux qui vous font peut-être danser. Tiens. Les programmateurs de festivals. Toute l'organisation de ces grands événements estivaux, c'est eux. Une tâche, vous l'imaginez, immense. Jean-Philippe s'occupe, lui, du Festival interceltique de Lorient, pardonnez du peu. Et c'est Charles Guyard qui l'a suivi pour Europe 1. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de ce 52e Festival interceltique de Lorient. Depuis le 4 août et le lancement du festival, son programmateur Jean-Philippe Maurras baigne dans un rythme infernal. C'est 10 jours, 10 nuits, 300 concerts. Et puis le 14 août, on va commencer à démonter, puis tranquillement, on commence à se dire waouh, c'était une belle fête. Une belle fête certes, mais qui nécessite surtout une sacrée endurance. Lever 6h30, réunions qui s'enchaînent, déjeuner avec des partenaires, accueil des artistes. Jusqu'à la fin, il faut répondre présent sur tous les fronts. Alors, je ne vois jamais un concert en entier, mais 5, 10 minutes, un quart d'heure sur les différentes scènes. L'année dernière, j'avais une moyenne de 17-18 km jour, comme me disaient certains. C'est bien, tu travailles ton summer body. Et il n'y a pas que la silhouette que Jean-Philippe Maurras travaille. Il y a aussi les langues pour les échanges avec des artistes du monde entier. Bon, très souvent, ça se partage entre l'anglais, l'espagnol, mais également le gallois, le breton, le gaélique. C'est ça l'interceltisme. Et c'est ça depuis 52 éditions. Celle de cette année n'avait d'ailleurs même pas commencé que la suivante en 2024 se prépare déjà depuis plusieurs semaines. Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1. Et puis, vous vous souvenez sûrement de cette bande-son. Attention, elle va vous terrifier dès le matin. Je vois la terreur sur votre visage, Lionel. Vous l'avez reconnu, la musique? Non, c'est pas Poltergeist. Non, c'est L'Exorciste. L'Exorciste du réalisateur américain William Friedkin, le cinéaste qui nous a quittés hier à l'âge de 87 ans à Los Angeles. Il avait aussi été oscarisé pour French Connection. Avec un formidable Gene Hackman dans ce film French Connection de 1971. Merci Victor Pourchet.